On s'intéresse dans cette vidéo à la correction de l'exercice 2 de l'épreuve E3A 2015 en filière PC et l'épreuve Math 1. Donc dans cet exercice, on s'intéresse à différents aspects de la fonction arctangente. Donc d'abord des propriétés classiques de la fonction arctangente, puis on regarde son développement en série entière. Après, on s'intéresse à la fonction arctangentique sur x et on démontre différents résultats sur cette fonction-là, notamment le caractère c infini. Après, on regarde la primitive de cette fonction petit h de x. Et on regarde un certain nombre de propriétés de cette fonction-là. Enfin, on s'intéresse à une intégrale à paramètres définie par l'intégrale de 0 plus infini de cette fonction-là. Et on va démontrer différentes choses sur cette fonction définie par l'intégrale à paramètres, jusqu'à trouver sa valeur notamment, et en déduire des valeurs de certaines intégrales particulières. Cet exercice est assez complet en fin d'année parce qu'il recouvre plusieurs chapitres au programme et permet de retrouver pas mal de résultats classiques qu'on retrouve à pas mal d'autres endroits. Donc par exemple ce résultat-là, qui est la valeur d'arctangente x plus arctangente 1 sur x, ou encore cette intégrale-là qu'on retrouve telle qu'elle ou avec une forme approchant beaucoup dans pas mal d'exercices. Ou encore des propriétés sur des séries de fonctions, des propriétés sur des séries entières, etc. Donc passons rapidement à la correction maintenant. Donc on vous demande dans un premier temps des propriétés de la fonction arctangente. Donc qu'est-ce que c'est que la fonction arctangente? Donc arctangente, c'est la bijection réciproque de la fonction tangente restreinte à moins pi sur 2 pi sur 2. Et cette fonction-là, arctangente, est strictement croissante. Elle va de R dans moins pi sur 2 pi sur 2. Et sa dérivée, c'est 1 sur 1 plus x2. Donc justifié pour tout réel x, on a cette propriété-là. Donc pour démontrer cette propriété-là, on va appliquer l'inégalité des accroissements finis à la fonction arctangente. Donc on vérifie d'abord les hypothèses de l'inégalité des accroissements finis. Donc arctangente est continue et dérivable sur R. La dérivée est toujours plus petite que 1. Donc on applique l'IAF à la fonction arctangente entre 0 et un élément x quelconque de R. Et on obtient cette relation-là. Et comme arctangente 0 vaut 0, on obtient que la valeur absolue d'arctangente x est plus petite que la valeur absolue de x. C'est quelque chose de très classique, démontrer cette inégalité-là. Il faut savoir la redémontrer ou même savoir qu'elle existe pour pouvoir l'utiliser. Parce qu'on peut s'en servir dans pas mal d'exercices, notamment des exercices sur le théorème d'intégration terme à terme, ou enfin à d'autres endroits. À noter aussi qu'on a la même relation avec la fonction sinus. Sinus x en valeur absolue est plus petite que x, que x en valeur absolue, qui se démontre exactement de la même manière, parce que la dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus, qui vérifie la même inégalité, cosinus t, est toujours en valeur absolue plus petit que 1. Ensuite, on vous demande de vous intéresser à une fonction définie sur une réunion d'intervalle par g de x égale arctangente x de tangente x. Donc le piège ici, c'est l'envie qui pourrait vous prendre de vous dire qu'arctangente, c'est la bijection réciproque de la fonction tangente. Vous avez raison, ou presque. La fonction arctangente, c'est la bijection réciproque de la fonction tangente restreinte à moins pi sur 2 pi sur 2. Donc on a la propriété arctangente de tangente x égale x, cette propriété-là, qui n'est valable que pour x appartenant à moins pi sur 2 pi sur 2. Ailleurs, on ne peut pas utiliser ce résultat-là. Arctangente, par exemple ici, n'est pas la bijection réciproque de la fonction tangente restreinte à l'intervalle pi sur 2, 3 pi sur 2. Donc on n'a pas égal x ici. Et pour s'en sortir, on va utiliser des propriétés classiques des fonctions tangentes pour se ramener l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc par exemple ici, on utilise la propriété qui nous dit que tangente de x, c'est tangente de x moins pi. Et l'intérêt, c'est que ce x moins pi va se trouver dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, arctangente de x moins pi, c'est égal à x moins pi. Ensuite, on vous pose une fonction psi qui est égale à arctangente x plus arctangente 1 sur x. Donc, on demande de calculer sa dérivée et trouver une relation derrière entre arctangente x et arctangente 1 sur x. Donc, quand on calcule, là déjà, cette fonction est classée infinie par opération sur fonction usuelle. Donc, on calcule sa dérivée vaut 0. Et comme on se place sur un intervalle ici, donc sur l'intervalle R plus étoile, on obtient que phi est constante sur cet intervalle-là. Et comme elle est constante sur cet intervalle, elle va être égale à psi de 1 qui appartient à l'intervalle. Et pourquoi psi de 1? Parce que psi de 1 est relativement simple à calculer. On obtient que ça fait 2 fois arctangente de 1, donc c'est-à-dire pi sur 2. Donc du coup, on obtient que pour tout x strictement positif, psi de x est égal à pi sur 2. Et donc du coup, la relation qui est donnée ici, qui est valable pour x strictement positif.
On a une relation analogue sur R- étoile. Pas sur R- étoile, la dérivée reste valable. Donc la fonction psi est à nouveau, enfin, si on la définit sur R- étoile, sera à nouveau constante sur intervalle R- étoile. Et en calculant psi de moins 1, on obtiendra 2 arcs tangente moins 1, donc moins pi sur 2. Et on obtiendra du coup la relation arc tangente x plus arc tangente 1 sur x égale moins pi sur 2 sur R- étoile. Bon, ensuite, on vous demande de déterminer, et là le mot est important, le développement en série entière de la fonction arctangente. Donc il s'agit ici non pas de le donner en disant je connais mon cours de la formule CSA, mais de le retrouver. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille pour cette fonction-là. L'apprendre par cœur, je trouve, n'a pas beaucoup d'intérêt. Il est beaucoup plus utile de savoir le retrouver rapidement. Donc on part pour ça de la dérivée d'arctangente qui est 1 sur 1 plus x2. Donc on va essayer de développer en série entière. Pour ça, on part du développement en série entière classique 1 sur 1 moins u qui est la somme des un. Valable pour tout u dans moins 1, 1. Et comme on a pris x dans moins 1, 1, on va pouvoir appliquer ce développement en série entière à moins x2, qui sera bien compris entre moins 1 et 1. Et on obtient cette formule-là. Et enfin, on primitive ce développement en série entière, donc sur moins 1, 1, on obtient que arc tangente x, c'est arc tangente 0. Attention à ne pas oublier la constante d'intégration quand on primitive une série entière, plus la somme des primitives, donc la somme des moins 1 puissance n, x2n plus 1 sur 2n plus 1. Donc comme arc tangente 0 vaut 0, on obtient ce résultat-là. En fait, si on veut aller plus loin, on peut même démontrer que ce résultat est aussi valable pour x égale moins 1 et x égale 1. Pour faire ça, on peut démontrer que en fait, cette série de fonctions, enfin on peut considérer la série de fonctions somme des moins 1 puissance n sur 2n plus 1, x puissance 2n plus 1. Montrer que pour tout x fixé dans moins 1, 1, il s'agit ici d'une série alternée. Et du coup, comme c'est une série alternée, on va pouvoir démontrer que la série des restes va tendre uniformément vers 0. Donc bien sûr, il faut tout poser, mais ça va bien marcher. Et du coup, cette fonction-là sera en fait continue sur moins 1, 1 fermé. La fonction arctangente aussi est continue sur moins 1, 1 fermé. Et donc la valeur en 1, par exemple, sera la limite de arctangente x, qui sera égale à la limite de cette fonction-là, qui sera égale à cette fonction évaluée en 1. Mais on verra un peu plus loin dans la question 2b une chose tout à fait similaire avec une autre fonction qui sera la fonction h de x donnée ici. Donc là, pour la fonction, pour la suite, on vous demande d'étudier la fonction h définie ainsi, et on vous demande de justifier que pour tout x dans moins 1, h de x est égal à ça. Moins 1, 1 fermé. Donc vous remarquerez d'ailleurs que si on a fait au préalable ce truc-là dans la question 1D, on pourra utiliser directement ici que pour tout x dans moins 1, 1 fermé privé de 0, h de x, ça va être égal à ça. Et du coup, il ne restera plus que la valeur en 0 à vérifier. Donc en tout cas en 0, c'est valable parce que quand on calcule la somme ici, pour n égale 0, ça fera 1, et pour les autres, ça va faire 0, donc il nous reste le 1. Et bon, comme on n'a pas vraiment écrit cette preuve-là, on va le faire ici. Donc on va poser des fonctions fn qui, à x dans moins 1, 1, associent la quantité qui est dans la somme. On va vérifier que pour tout n dans n, fn est continu sur moins 1, 1, donc il n'y a pas de problème, c'est un polynôme. Ensuite, pour tout x dans moins 1, 1, si on prend la valeur absolue de fn de x, c'est donc x de n sur 2n plus 1, c'est une suite décroissante comme produit de suite décroissante, parce que x de n va être décroissante et 1 sur 2n plus 1 est décroissante, donc un produit de suite décroissante est positive, et sa limite est nulle. Donc d'après le critère des séries alternées, pour tout x appartenant à moins 1, 1, pour tout n dans n, le reste de ma série de fonctions ici, le reste de ma série, pardon, elle est où, de cette série-là, est plus petit que le terme d'indice n plus 1, donc celui-là, en valeur absolue. Donc c'est pour ça que le moins 1 puissance n plus 1 disparaît. Et cette quantité est encore plus petite que 1 sur 2n plus 3 parce qu'on s'est placé sur x compris entre moins 1 et 1. Donc du coup, mon reste, alors je note Rn le reste, la norme infinie du reste sur moins 1, 1, c'est égal, enfin est plus petite que 1 sur 2n plus 3. Et comme 1 sur 2n plus 3 tend vers 0, ça me dit que la limite du reste, de la norme infinie du reste, est égale à 0. Et donc j'ai bien la convergence uniforme de la série de fonctions somme des fn sur moins 1, 1. Par suite, comme mes fonctions fn sont continues sur moins 1, 1 et que j'ai de la convergence uniforme sur moins 1, 1, j'obtiens que la fonction somme, que j'ai appelée f, est continue sur moins 1, 1.
Alors du coup, maintenant, on va démontrer que l'égalité est encore valable, cette égalité-là est encore valable en -1 et en 1. Donc pour ce faire, on va utiliser la continuité, en disant que h de 1, c'est la limite de h de x quand x tend vers 1-. Quand x tend vers 1-, on est donc sur -1, 1 ouvert, c'est égal à la limite de f de x, parce que h de x est égal à f de x. Et comme f est continu en 1, la limite de f de x quand x tend vers 1-, c'est égal à f de 1. Et donc on a bien prouvé que h de 1 égale f de 1. Et donc cette égalité-là est encore valable pour x égale 1. On peut faire la même chose en -1 et on obtient l'égalité pour x égale -1 aussi. Ensuite, on vous demande de... je me suis perdu... on en est où? Montrer que h est classé infini sur R, donc en raisonnant en deux temps, sur -1 et sur R. Alors ici, on va le faire effectivement en deux temps. Sur -1, donc vous remarquez qu'on se place sur le disque ouvert de convergence. On ne peut pas prendre le point -1 et le point 1 parce que là, on est au bord du disque de convergence. On sait que ma fonction h va être de classe C infini parce qu'elle est développable en série entière. Donc tout va bien, sur -1. Après, si on se place sur R étoile, ma fonction h du x, c'est arc tangente x sur x, il n'y a pas de problème, c'est un quotient de fonction de classe C infini dont le dénominateur ne s'annule pas, donc elle est C infini sur R étoile. Et du coup, elle est C infini sur R étoile et C infini sur -1, donc elle est C infini de partout, donc sur R. Ensuite, on vous demande de vous intéresser à cette fonction h. Donc d'abord montrer que h est bien défini et de classe C1 sur R, précisé h'. Donc pour démontrer qu'elle est bien définie, on a vu que l'écriture de grand H, écrite comme ça, en fait h c'est intégrale de 0 à x de petit h de t dt. Et petit h de t, on a vu que c'est une fonction de classe C infinie, donc en particulier continue sur R. 0 est dans R, x est dans R, et en fait ici j'obtiens que ma fonction grand H de x, ça va être la primitive de petit h qui s'annule en 0. Donc c'est habituel, c'est une écriture des primitives qui s'annule en A en général, donc si on met un A en bas. Et donc du coup, grand H, c'est la primitive de petit h qui s'annule en 0. Et comme petit h est classe C infini sur R, bah, sa primitive, quand en primitive on gagne une classe, donc c'est aussi classe C infini sur R. Donc on demandait que C1, mais vous voyez, on peut avoir très facilement de classe C infini. D'ailleurs, ça prend autant de temps d'avoir C infini que d'avoir classe C1. Et donc la dérivée de grand H, ben comme c'est la primitive de petit h, la dérivée c'est petit h. Après, trouver une relation entre h de h et g de x qui vaut h de 1 sur x. Donc on vous dit, on pourra utiliser g'. Donc assez naturellement, avant d'utiliser g', on va d'abord démontrer que g est dérivable. Donc là on dit même de classe C1 comme composé de fonction de classe C1. Parce que h est C1, grand H est C1 et 1 sur x est de classe C1 sur R plus étoile. Donc pas de problème. On aurait même pu dire ici c'est infini, mais ça n'a aucun intérêt. Et je peux calculer la dérivée de g, de grand G. Donc j'obtiens grand G' égale, donc après calcul, -1 sur x arc tangente 1 sur x. J'utilise la relation qu'on a prouvée dans la première question. Et du coup j'obtiens, parce qu'on est ici sur R plus étoile, et j'obtiens que c'est donc h de x moins pi sur 2x. Donc du coup j'ai mon inégalité là qui est valable sur R plus étoile. Donc je vais l'intégrer. Et attention ici, la tentation est grande de se placer sur 0x, mais on n'a pas le droit, là il me manque un prime d'ailleurs, c'est g' ici, on n'a pas le droit de prendre sur 0x parce que ma fonction g' est égale à cette quantité-là sur 0 plus infini ouvert, et en plus ma fonction g' n'est pas forcément continue en 0, et cette relation est valable si la fonction à l'intérieur est continue sur l'intervalle fermé d'intégration. Donc il faut qu'elle soit continue en deux bornes. Donc mon g', j'insiste ici, il manque un prime, est continue sur 1x par contre. Et donc j'ai ma formule qui apparaît. Du coup, je calcule ça, g de t, bah, je remplace par h de t moins pi sur 2t. Ma primitive de petit h, je la connais, c'est grand H, et donc on obtient que c'est h de x moins h de 1 moins pi sur 2 ln de x. Enfin, quand on regarde h de 1, grand H de 1 et grand G de 1 sont égales, parce que je vous rappelle que grand G de 1, c'est grand H de 1 sur x, grand H de 1 sur 1. Pourquoi est-ce que j'ai marqué ça? Ça c'est faux aussi. Ça c'est faux. Donc mais grand H de 1 c'est grand G de 1, il suffit d'emplacer dans grand G et x par 1. Donc finalement, on peut enlever grand G de 1 et grand H de 1 de part et d'autre, on obtient grand G de x et grand H de x moins pi sur 2 ln de x.
Bon, ensuite, on vous demande de démontrer que f, qui est grand H de x sur x, est développable en série entière sur moins 1, 1, et que f est de classe C infini sur R. Donc le caractère C infini sur R va se démontrer comme dans la question 2b, en disant que comme elle est développable en série entière sur moins 1, 1 fermée, elle est classe C infini sur moins 1, 1 ouvert. Sur R étoile, elle va être de classe C infini comme quotient de fonction de classe C infini. Donc du coup, elle est classe C infini sur R étoile et sur moins 1, 1 ouvert. Donc elle va être de classe C infini sur R. Ensuite, donc, il me reste à démontrer quand même que f est développable en série entière sur moins 1, 1. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, on avait vu que les fonctions, la somme des fn convergeait uniformément sur moins 1, 1 vers la fonction h. Donc comme ça converge uniformément sur moins 1, 1, ça converge uniformément sur 0x vers la fonction h. Et n'oubliez pas, une hypothèse importante, mes fonctions fn étaient continues sur intervalle 0x, parce qu'elles étaient continues sur R entier, c'est des polynômes. Du coup, j'ai le droit d'utiliser mon théorème d'interversion somme intégrale pour les séries de fonctions, parce que je suis sur un segment, mes fonctions sont continues, j'ai convergence uniforme, et du coup, mon h de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x de petit h de t dt, donc je remplace petit h de t par la somme des fn, je peux intervertir la somme et l'intégrale, et je peux enfin calculer ces intégrales-là, qui sont très simples à calculer parce qu'à l'intérieur, finalement, c'est un monome. Donc ça se primitive en t puissance 2n plus 1 sur 2n plus 1, ce monome. Et évalué en x et en 0, on obtient cette somme-là. Donc on obtient que pour tout x en moins 1, 1, h de x est égal à cette somme-là. Il ne reste plus qu'à diviser par x, donc je suis obligé de me placer x différent de 0 ici. Et j'obtiens ma somme qui est égale à f de x qui est égale à cette somme-là. Et on vérifie que pour x égale 0, cette égalité est encore valable, parce que f de 0 est égal à 1, il suffit d'en placer dans la définition de f. Du coup, f est bien développable en série entière sur moins 1, 1, et donc la fin, on l'avait déjà vu auparavant. Ensuite, donner une relation entre f de x et f de 1 sur x pour x strictement positif. Donc, on remplace f de 1 sur x, qu'est-ce que ça vaut? H de 1 sur x sur 1 sur x, donc ça fait x g de x. On avait vu que g de x était égal à h de x moins pi sur 2 ln de x, donc on remplace. Et enfin, on réutilise le fait que h de x, par définition de f, h de x, c'est x f de x. Et donc on se retrouve avec du x carré f de x moins cette quantité-là. Donc pas de difficulté particulière dans cette question-là. Enfin, la question 4, donc on s'intéresse à cette fonction définie par une intégrale à paramètres. Montrer qu'elle est définie sur R et impair. On va faire même ici de l'intégrabilité directement. Alors pour démontrer ça, si x égale 0, déjà c'est un premier cas important parce que pour x égale 0, en fait on a arc tangente 0 en haut. Donc ça risque d'être un cas particulier. Donc pour x égale 0, c'est l'intégrale de la fonction nulle, donc ça converge, il n'y a pas de problème. Maintenant on prend x non nul. Donc cette fonction, la fonction intérieure de l'intégrale est continue sur R plus étoile. On doit regarder du coup ce qui se passe au voisinage de 0 et au voisinage de plus infini. Donc au voisinage de 0, on utilise l'équivalent habituel de la fonction arctangente. Donc comme tx tend vers 0, arctangente tx est équivalent à tx. Et vous voyez l'intérêt d'avoir pris x non nul. Cet équivalent ne serait pas valable si on avait x égale 0. Donc c'est équivalent à x en fait. Donc comme cette fonction-là est équivalente à x, avec, elle a pour limite x, et donc cette fonction est prolongeable par continuité en 0, donc intégrable sur 0,1. Au voisinage de plus infini, pareil, on fait autrement, pardon. La fonction, on regarde en valeur absolue pour éviter le problème suivant que x est positif ou négatif. La fonction arctangente tx, donc mon tx tend vers plus ou moins l'infini, donc ça tend vers plus ou moins pi sur 2, et avec la valeur absolue, du coup, ça tend vers pi sur 2. Donc comme pi sur 2 est non nul, c'est équivalent à pi sur 2. En bas, c'est équivalent à t3, donc c'est finalement équivalent à du pi sur 2t3. Et cette fonction-là est intégrable sur un plus infini passé du Riemann, donc ma fonction aussi. Et du coup, ma fonction que je regardais à l'intérieur de l'intégrale est intégrable sur R plus étoile, et donc phi de x existe en particulier. Donc pour x nul, phi existe et vaut 0. Pour x non nul, phi existe, donc phi est bien défini sur R. Pour la parité, il suffit de remarquer que pour tout x dans R, moins x est dans R, et que phi de moins x, on utilise la parité, enfin plutôt l'imparité de la fonction arctangente
pour obtenir que ça fait moins arc tangente de tx sur t facteur de t carré plus 1. Donc ma fonction phi est bien impaire. Bon, ensuite, on continue avec ma fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, donc je vais lui donner un nom. On vous demande de démontrer que phi de classe C1, donc on va utiliser notre théorème de dérivation des intégrales à paramètres, et on va vérifier toutes les hypothèses les unes après les autres. D'abord l'intégrabilité en t, donc d'où l'intérêt d'avoir parlé d'intégrabilité ici. Ensuite, en x, la fonction est de classe C1, la dérivée c'est cette fonction-là, cette valeur-là, et cette valeur-là, la fonction qui a t associe cette valeur, est bien continue par morceau sur R plus étoile. Enfin, on doit trouver une majoration. Donc pour trouver notre majoration, on regarde cette dérivée-là, par quoi est-ce qu'on peut la majorer en valeur absolue. Et bien, on se rend compte que la quantité 1 plus t carré x carré est toujours plus grande que 1. Donc la valeur absolue de ma dérivée va être plus petite que 1 sur 1 plus t carré, que j'appelle alpha de t, et alpha est intégrable sur R+. Pourquoi? C'est une intégrale tout à fait classique, la primitive est en arc tangente, et en plus infini, arc tangente, ça tend vers pi sur 2, en 0, arc tangente vaut 0, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc on peut appliquer notre théorème de dérivation des intégrales à paramètres, on a vérifié toutes les hypothèses, et donc phi est bien de classe C1 sur R, et pour tout x dans R, phi', c'est égal à cette quantité-là. Ensuite, on vous donne une formule valable pour tout x différent de 1. Pourquoi pour tout x différent de 1? Parce que là, on diviserait par 0 sinon. Et on vous donne cette formule-là. Et on vous demande de calculer phi' de x. Donc phi' de x, on voit qu'à l'intérieur, on a justement ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc on va le remplacer par la formule qui est donnée. Donc on se place bien pour x différent de 1. Et on reconnaît ici la dérivée d'arctangente. Ici, on reconnaît, alors on va mettre un x devant, et on aura x sur 1 plus xt au carré. Donc on aura du u' sur 1 plus u2, donc ça va se primitiver en arctangente xt. Et enfin, on fait tendre le t vers plus infini, on obtient ici pi sur 2. Là, comme x est strictement positif, comme x est strictement positif, alors là il faudrait prendre x différent de 0, mais comme x est strictement positif, ça va tendre vers pi sur 2, et du coup on obtient cette formule-là, pour x appartenant à R plus étoile, alors l'étoile ici il faudra la mettre à cause de cette limite-là. Et enfin, on va vérifier que la formule pour la dérivée est encore valable en 1 et en 0. Donc en 1, phi de 1, c'est comme phi' est continu en 1, la limite de phi' de x, quand x tend vers 1. Donc c'est la limite de cette quantité-là, donc ça fait pi sur 4, ça fait pi sur 2 fois 1 plus 1. Et on va utiliser la même chose en 0. On va faire la dérivée en 0 de cette formule-là. Et on va obtenir pi sur 2. Et pi sur 2, c'est bien pi sur 2 fois 1 plus 0. Donc la formule sera valable pour tout x positif. Ensuite, maintenant on va vouloir primitiver. Donc comme ma fonction phi' est continue sur R, je peux appliquer ma formule qui me dit que phi de x moins phi de 0, c'est l'intégrale de phi' de t entre 0 et x. Et donc on calcule l'intégrale sans difficulté, passer l'intégrale de cette fonction-là. Et on obtient pi sur 2 ln de 1 plus x. Comme phi de 0 égale 0, du coup phi de x c'est pi sur 2 ln de 1 plus x. Et comme phi est impair, phi de x pour x négatif, ça va être moins phi de moins x. Comme mon moins x ici va devenir positif parce qu'on a pris x négatif, on va appliquer la formule du dessus et on obtiendra cette quantité-là. Enfin, après, c'est des calculs d'intégrale. Donc, on vous demande de justifier l'existence de k de x égale ça. Donc, il y a deux manières de faire. Soit on part de k de x et on pose un changement de variable qui va nous ramener à la fonction phi. Soit on fait l'inverse, c'est-à-dire on part de la fonction phi, on pose un changement de variable pour arriver à k de x. Donc là, j'ai choisi de partir de la fonction phi, de poser un changement de variable t égale tangente θ. Donc pourquoi t égale tangente θ? Pour faire apparaître ici du arc tangente de x tangente θ, en espérant que tout se passe bien, mais comme je vous rappelle, on est en train de faire des maths, donc l'énoncé est fait pour que ça marche. Donc on fait notre changement de variable, on vérifie les hypothèses. L'intégrale définissant phi de x converge. Donc on peut réaliser le changement de variable directement sur l'intégrale impropre. Ça nous dit au passage que la nouvelle intégrale est convergente et qu'on a l'égalité entre les deux. Phi de x est égal à ça. Donc du coup, k de x existe pour tout x et vaut phi de x, et donc ça vaut la valeur qu'on a donnée pour phi de x tout à l'heure. Dernière question, on vous demande de donner la valeur de cette intégrale-là.
Donc quel est le lien avec celle du dessus? Ben, comme je vois du sinus θ, j'ai envie de prendre x égale 1 pour avoir du tangent θ un peu de partout, donc a priori du sinus θ. Donc on prend k de 1 qui vaut pi sur 2 ln de 2 d'après cette formule-là. K de 1 c'est égal à cette quantité-là. Alors pourquoi ici on a utilisé le fait qu'arctangente de tangente θ ça vaut θ? Parce qu'on est sur moins pi sur 2 encore une fois comme au début de l'exercice. Et après on va faire une IPP. Donc on fait une IPP directement sur l'intervalle 0 vers pi sur 2. On vérifie que en 0 la fonction u de θ v de θ a une limite finie. L'intégrale définissant, enfin l'intégrale de u de θ v' de θ converge, c'est en fait k de 1, donc on peut intégrer par partie, l'autre intégrale est convergente et on a l'égalité entre les deux, et la deuxième intégrale qui apparaît n'est autre que ln de sinus θ entre 0 et pi sur 2, et donc on obtient comme ça la valeur souhaitée, donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de ln de sinus θ dθ égale pi sur 2 ln de 2.